Bonjour à tous, c'est le 20e épisode de Banmi Podcast, le dernier épisode de la saison 1. Je suis partagée entre beaucoup d'émotions, de la joie, de la nostalgie et une pointe de tristesse. J'ai été très heureuse de partager avec vous toutes ces histoires, ces parcours inspirants liés à l'Asie, faire rayonner la culture et les héritages asiatiques à tous, que l'on soit asiatique ou non, qu'on puisse se rassembler, se retrouver autour de nos ressemblances et de nos différences et de trouver une convergence entre toutes ces histoires universelles. Comme dans le précédent épisode, l'épisode 19, on finit aujourd'hui avec un épisode très spécial avec des invités d'exception qui a été filmé et que vous retrouverez sur la chaîne Banmi Podcast sur YouTube. Nous l'avons tourné dans un restaurant et avec la chaleur de l'été et les cuisines, l'audio change un peu avec la ventilation en fond sonore. J'espère que vous l'apprécierez à sa juste valeur. C'est parti. Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Marie. Je suis Linlan. Je suis Rafal. Pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé. Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banmi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banmi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve tous les jeudis pour un nouvel épisode. Bon, du coup, tu veux manger quoi? Moi, du moment que ça se mange. C'est bien ce que oh tu là as mis, là. tu vas présenter. Alors, des raviolis, Trop bien. des nems. Attention, hop. Oh, Des dim sum. On va se régaler. C'est-à-dire que tout est déjà là quand on arrive, quoi. C'est ça. Oh, C'est comme ça que j'accueille. mais ils sont trop forts. futur, ça. Merci. Du thé pour Marie aussi. Merci, avec plaisir. Comme à la maison. Linlan. Merci. À la maison, tu renverses aussi, Linda? Ouais, c'est vraiment. C'est pas vrai. Ah, tu l'as caché avec ça? Ah oui. C'est à ça que ça sert en fait. C'est très en vrai. esthétique. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Banmi Podcast. Pour ce nouvel épisode, et le dernier épisode, c'est le 20e épisode de Banmi Podcast, Waouh. le dernier de la saison 1, j'ai le plaisir de recevoir Lynn Landau, Marie Palot, Rafal Yem. Bonjour à vous, comment allez-vous? Mais ça va très bien. Bah, Ravi dès d'être là. qu'il y a des copines et à manger, moi je vais super bien. Entre asiates, on est bien. Bah oui, on est bien, comme à la maison. C'est un épisode spécial où on a la chance d'être filmé par Sébastien Kong et son équipe de tournage dans ce lieu iconique, le restaurant qui porte très bien son nom, Chinatown, aux Olympiades. Un épisode que vous retrouverez comme d'habitude sur les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Spotify et toutes les autres plateformes d'écoute, et aussi sur la chaîne YouTube Banmi Podcast. Alors merci à vous, Linlan, Marie et Rafal, d'avoir répondu à mon invitation et d'être venus jusqu'à moi. Linlan, tu es journaliste pour France Info et illustratrice. On peut te retrouver dans une chronique dans l'émission C'est Jamy. Et tu as aussi ta chaîne YouTube Draw My News. Marie, tu es journaliste et animatrice. On te retrouve sur Zinzin, sur France 4, Le Garage, RMC Découverte, Popcorn sur la chaîne de Domingo sur Twitch, Sneaker Spirit, et tu as aussi ta chaîne YouTube. Et on te retrouve souvent dans les vidéos de Louis San. Ouais, chez les copains. Chez les copains. Alors Rafal, toi tu es journaliste, présentateur télé et tu es cofondateur du magazine Fumigène. Ouais, c'est ça. On t'a vu sur MTV, France O, France 3, France Inter. En ce moment tu es sur l'émission Ensemble c'est mieux sur Ouais, France 3. C'est ça. Et tu es sur Culture Box qui est co-présentée avec Daphné Burki. C'est ça, sur le Canal 14, une émission qui est en soutien au spectacle vivant. Ouais, top, parce qu'en fait, on a été privés de la culture et du spectacle vivant. Ça fait du bien d'avoir ce souffle de culture avec Culture Box, avec Daphné. Alors moi, je suis très contente de vous recevoir et de pouvoir réunir des personnes et des talents du paysage audiovisuel français qui sont liés à l'Asie. Moi, personnellement, j'ai beaucoup d'admiration au regard de vos parcours. Ah, merci.
Et oser, parce que vous avez entrepris et osé faire le métier que vous faites aujourd'hui. Car quand j'étais plus jeune, moi j'avais écrit quelque part que je voulais être journaliste. Mais j'ai jamais vraiment sauté le pas parce que je me disais que je réussirais jamais. Parce que j'avais aucune personne à la télé ou dans les médias auquel je pouvais m'identifier. Il n'y avait pas de représentation asiatique à l'époque, en fait, il y a 20 ans. Aujourd'hui, vous faites partie donc des personnes et des représentations asiatiques dans les médias et dans le paysage audiovisuel français. Vous avez tous les trois des parcours différents. Toi, Linh Lan, tu as osé et tu as fait une école de journalisme. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce que tu fais aujourd'hui ? Bah écoute, je pense que j'ai toujours aimé cette idée d'écrire et de raconter les histoires. Par exemple, en CM2, j'avais écrit un petit journal de l'école que j'ai distribué à tout le monde et j'étais très très contente. Et très heureusement, j'ai pas eu trop d'autocensure dans la vie en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, je suis pas bonne en sciences, je pourrais pas devenir médecin ou je pourrais pas devenir ingénieur. Du coup, et là, tes parents ont pleuré ? Voilà, mes parents ils m'ont rien dit parce que de toute façon, eux aussi c'était des quiches en sciences, ok. Ah voilà. Donc ils allaient à les chats font pas des chiens. Donc ils m'ont dit écoute, essaye d'exceller dans les domaines que tu aimes. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai décidé de faire une école de journalisme. D'accord, donc ils t'ont soutenu dans la voie. Ouais. Alors ma mère, c'est une tiger mom. Elle m'a quand même dit quoi que tu entreprends, il faut que tu réussisses mieux que les autres. Je fais ok, d'accord. Donc non, ça va. Y a pas. Enfin, je suis contente d'avoir pu ouvrir la voie, quoi. Ouais. Toi, Raphaël, tu le dis souvent, tu as fait HEC. Ouais. Mais c'est pas l'école que vous connaissez, HEC, c'est les hautes études du culot. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi à Hérouville-Saint-Clair, dans la banlieue de Caen, en cité ouvrière. Mes parents viennent du Cambodge. D'ailleurs, j'ai pas une tête de Cambodgien. Enfin, peut-être que vous vous rendez compte que si. Mais tu sais quoi, souvent les gens, je suis content que vous me disiez oui, il y a une personnalité d'origine asiatique, d'apparence asiatique, mais souvent les gens ne me prennent absolument pas pour un asiatique. Ouais, Ah ouais. Ah maintenant vous dites ouais, hein, vous avez vu l'hypocrisie quand même. Pour être honnête, je te connaîtrais pas, j'aurais pas deviné tout de suite que tu étais asiatique. Je suis désolée, tu vas me je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Polynésien, tu vois. Tu vois, mais régulièrement on dit ça. Sud-américain, antillais, polynésien. Quand je vais au Maroc, on me parle en arabe. Et encore hier, j'ai écouté mon Insta et j'ai une note vocale d'un gars qui me dit oui, je suis comédien comme toi des Trois-Îlets, donc je pense qu'on a des amis en commun. Je suis d'accord. Ça sort d'où ? Je de la Martinique. Rien à voir. Non, tout ça pour dire que effectivement, mes parents viennent du Cambodge, donc je suis aussi d'origine cambodgienne. Et moi, j'ai un point commun avec Linh Lan, c'est que j'ai participé au journal du collège et j'ai surkiffé ça. Et c'est, je crois, à partir de ce moment-là, je me suis dit ah tiens, j'ai envie, je pourrais faire ce métier. Sauf qu'à l'époque, mes parents ne savaient absolument pas ce que c'était ce métier. Et du coup. Eux, ils se sont dit, bon, il fait son petit truc, il découpe des photos, il les colle sur des feuilles A4, exactement. Il y a des gamins qui font du judo, du foot, de la danse. Bon, lui, il découpe des photos, il écrit des trucs, il les photocopie, voilà, c'est sympa. Puis ça va lui passer. Et en fait, ça m'est absolument pas passé. Mais à la différence de toi, c'est que moi, j'ai pas osé aller faire une école de journalisme, me présenter. Pourquoi t'as pas osé ? Tout simplement parce que je pensais que c'était pas pour moi. Comme parce moi. que ça coûtait de l'argent, que mes parents n'en avaient pas, et que plus jeune, je bossais pas encore, et que personne n'était venu nous dire, même pas au sein de notre lycée, qu'un système de bourse, ça existait aussi pour les écoles de journalisme. On n'avait pas l'information. Il n'y avait pas l'information. La formation n'est pas arrivée jusque dans ma banlieue, en tout cas. Et de province, tu vois, parce que moi je cumule banlieue de province. Déjà, c'est plus compliqué, je pense, que pour les gens qui sont ici en Ile-de-France. Je le sais parce que Marie, elle vient du sud de la France aussi, donc comme moi, elle est hyper opaque comme système. De province. Et du coup, moi j'ai continué, sauf que comme à un moment j'allais plus au collège, et j'ai fait mon propre journal en dehors du collège, et c'est comme ça qu'est né Fumigène. Et à partir de là, en fait, de façon très autodidacte, j'ai appris tous les postes
sans savoir même qu'il y avait des postes en fait. Parce que plus tard tu apprends qu'il y a journaliste, il y a rédacteur ou rédactrice en chef, il y a je sais pas des infographistes, des gens qui font de la com, des gens qui distribuent le magazine, qui pensent la charte, les partenariats. Et ben moi je me suis pas spécialisé dans un truc, mais j'ai essayé de tout faire parce que je voulais absolument que ça sorte. Et j'ai appris le métier comme ça. Et c'est pour ça que je dis que j'ai fait HEC, parce que j'y suis allé au culot et que ensuite ce journal il a été distribué partout et il a été lu finalement par plein de gens et qui font qu'aujourd'hui je suis devant toi. Quelle est une des expériences les plus culottées qui t'a permis d'aller ouvrir les portes de ce milieu? Un jour, je suis allé dans une rédaction tout nu. Et... non, c'est pas vrai. Je voulais juste voir comment vous alliez. Je voulais voir comment vous alliez réagir. Moi, j'y ai cru. T'as vu? Voilà. Non, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai pu faire de très culotté très jeune, c'est d'aller faire mon stage professionnel de 3e, vous savez, on fait le stage d'observation. Ouais. Je l'ai fait dans la radio associative de ma ville, dans la plus haute tour de la cité, truc où t'as pas envie d'y aller, parce que tous les soirs, t'as toujours les gars qui sont là-haut, qui boivent des bières, qui fument des pétards. T'es des plus grands, toi, quand t'es plus jeune, t'as pas envie de monter là-haut, t'es pas encore assez bonhomme, quoi. Et en fait, arrivé là-haut, j'ai fait mon stage là-bas, et après ce stage, on a dit au patron de la radio, maintenant on reste là. Tu commences ça. On a commencé, on aime bien, donc on voudrait rester là. Et du coup, on a eu une émission comme ça, génial. vraiment au culot, et ça a duré, je sais pas, mais peut-être au moins 10 ans cette histoire de bénévolat dans cette radio. Et puis après, le plus grand acte de culot, c'est plutôt de la persévérance, c'est-à-dire que moi, comme des années plus tard, je suis allé taper à toutes les portes des radios que j'écoutais, des journaux que je lisais pour proposer des papiers, alors que je venais de nulle part, sans réseau. Et je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais dans notre métier de média, sans le réseau, t'es rien. C'est hyper important. Ouais. Tu connais personne. Ah ouais, c'est je te fichu. Et donc, il a fallu que moi, que je crée ce truc. Et pour 100 projets que j'ai proposés, on en a refusé 100. Pour les 5 autres que j'ai proposés en plus, en me disant ouais, c'est bon, j'ai compris pour les 100, et on m'a refusé les 5 et j'ai pas lâché l'affaire. Bravo Rafale. Toi, Marie, à quel moment tu t'es dit ok, c'est pour moi? Écrire, parler, animer. Toi, tu as commencé sur J1. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi? En gros, j'ai toujours dit que j'aurais une carrière un peu différente. C'était ma manière de dire je ne ferai pas bac plus 14 comme mon frère. Donc ça, c'était pas possible. Mes parents ont fini par accepter. Ils disaient c'est une artiste, elle est capable de rester 2 heures sous la pluie et d'écrire des poèmes. Pour eux, c'était un peu... c'était un monde à part, là où mon frère a fait des études de sciences, il a fait des grandes écoles et tout. Donc, et tes parents l'acceptaient en plus? Mes parents ont accepté qu'on ait 2 profils très différents et ils n'ont pas forcé la main. Voilà. Ils n'ont pas forcé à lui être plus artiste et moi plus scientifique. Je crois que j'ai compris quand j'ai arrêté d'aller à la fac de droit pour finalement aller jouer à World of Warcraft. Là, j'ai compris que j'étais pas faite pour ça. Et du coup, j'ai cherché en fait des petites annonces, des médias qui peut-être chercheraient des petites meufs comme moi. Ok. Et, parce que tu savais que tu avais envie d'aller dans le média? Oui, parce que j'adorais raconter des histoires. Comme vous, j'ai fait un journal au lycée, au collège, etc. J'adorais. Voilà, j'avais un Skyblog, donc je racontais un peu la vie du lycée, ma vie à moi aussi. J'aimais raconter les histoires. J'aimais aussi jouer la comédie. J'ai fait beaucoup de théâtre. Et je cherchais un métier en fait qui rassemble les deux. Et la seule chaîne qui ait vraiment marqué mon enfance, c'était Game One. C'était la chaîne où on parlait des jeux vidéo. Je regardais ça chez mes grands-parents. Et je me suis dit, peut-être qu'ils cherchent une meuf comme moi. Et peut-être qu'ils ne le savent pas encore, mais moi, je vais les trouver. C'est fou. Et donc, j'ai envoyé le pire CV du monde. Je pense que tu l'as eu sous les yeux. Bah oui. Voilà, non, mais parce qu'il faut raconter l'histoire. En vrai, il faut donner tous les détails. C'est-à-dire qu'à l'époque où J1 est créé, moi je travaille chez MTV et il s'avère que c'est la même maison mère. MTV, Game One, on crée J1, donc une chaîne autour de la culture de la Japanimation et des cultures d'Asie. Et le producteur de l'époque qui s'appelle FX Roux, François Xavier, cherche des nouveaux talents. Et on voit des tonnes de CV défiler, de gens qui ont déjà fait de la télé, tout ça. Et malgré tout, on est quelques-uns à se dire, c'est quand même une chaîne de la Japanimation, je sais pas, mais peut-être que s'il y a quelqu'un d'apparence asiatique, japonaise, coréenne, parce qu'effectivement, il y était beaucoup de questions aussi de K-pop et de K-culture sur cette chaîne, peut-être que ce serait dans l'époque dans laquelle on évolue,
aujourd'hui, peut-être qu'on est prêt à avoir des animateurs ou des animatrices d'origine asiatique D'accord. pour aussi parler de Japanimation, même si on peut parler de tout. Mais je veux dire, là, ça nous semblait un peu légitime. Et tu as eu le CV de Marie sous les yeux. Moi, mais je l'ai vu, je pense. Pierre CV, une photo de moi avec un chien, une lettre de motivation où je dis bon, clairement, j'aime pas les lettres de motivation, mais prenez-moi. Donc, moi, je me lirais, je Au moins, dirais c'est sincère. Et ça a marché, hein. Ça a marché. Au final, ça a marché. Ouais, ça a marché, ils m'ont rappelé. Et puis après, c'est en suivi ce qu'on connaît d'une carrière vraiment from scratch. Vraiment, je ne connaissais personne comme toi. Je débarquais de Montpellier, je connaissais personne de la télé. Et il a fallu expliquer à mes parents que dans une semaine, je déménage à Paris. C'est pas une lubie, c'est pour parler de jeux vidéo et de culture manga à la télé. Ils m'ont dit oui, allez, encore un truc de plus. T'as fait la même école que Rafale. Voilà. HEC. Mais sauf que quand j'ai commencé à faire mes cartons, là, ça a percuté et ils m'ont soutenu de ouf. Donc voilà, j'ai trouvé un appart, j'ai trouvé des gens qui m'ont soutenu et en avant l'aventure. Ok, trop cool. Ouais, du coup, le point commun que je vois de tous les trois, c'est que quand même, vous n'aviez pas de représentation asiatique à l'écran et vous n'avez pas de modèle en fait. Et pourtant, vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Je sais pas comment ça se fait, toi, Lin-Lan. Il y a un truc, c'est que je fais une généralité comme ça, mais je suis pas sociologue, mais dans les familles asiatiques, je pense que le profil d'artiste n'est pas forcément toujours mis en valeur, surtout quand on a des parents d'immigrés qui sont arrivés et qui cherchent à gagner leur vie, et donc ils vont plutôt conseiller à leurs enfants de faire des métiers entre guillemets qui rapportent de l'argent ou des métiers scientifiques. Voilà, ils sont très pragmatiques. Et d'avoir des parents qui te comprennent, qui comprennent que tu es artiste, asiatique ou pas, mais que tu es un peu artiste, que tu es un peu ovni, que tu es un peu différent, et t'encourager dans cette voie à être toi-même, je trouve que c'est vachement important pour pouvoir faire le métier que tu as envie de faire. Et pas te brimer, pas te mettre dans une case. Moi, j'ai eu beaucoup de chance en fait parce que ma mère m'a laissé vraiment faire ce que j'avais envie de faire. Et je pense qu'elle avait d'autres problèmes, tout simplement payer le loyer, trouver de quoi payer le loyer, nous acheter, remplir le frigo, qui fait qu'elle n'a pas forcément eu le temps ou j'allais presque dire le confort de s'inquiéter de mes études. De te faire un plan de carrière, quoi. Ouais, mais après, elle savait que j'étais quelqu'un de sérieux et quelqu'un d'assez autonome et que j'étais assez mature pour mon âge. Et peut-être aussi du fait qu'avant de devoir fuir le Cambodge, ma mère, elle était hôtesse de l'air et en même temps, elle jouait dans des séries. Donc elle faisait du mannequinat et elle faisait des sitcoms de l'époque au Cambodge. Et elle avait 18 ans quoi, tu vois, quand elle faisait ça. Et je pense que ça lui est resté malgré tout, parce que pour le coup, c'est vraiment pas de chance. Mais au Cambodge, ma mère était très riche et très bourgeoise. Et en fait, en arrivant en France, déclassée, elle est partie travailler à l'usine. Des années, elle était à la papeterie Hamelin où elle mettait des cahiers et des feuilles dans des cartons. Et c'est un des souvenirs c'est une phrase qu'elle m'a dit qui me revient souvent. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai sûrement très envie de la mettre à l'abri, je pense, comme tous les gens qui sont derrière ces caméras-là, qui sont en train de nous filmer. Et vous aussi, parce que nos parents sont tellement courageux. Et elle me dit, mais tu sais, quand je suis arrivée en France, j'avais jamais fait la vaisselle de ma vie. Je fais quoi ? J'étais tellement riche que j'avais jamais fait la vaisselle de ma vie. Et aujourd'hui, regarde, je brique, je nettoie, je le fais pour les autres. Et effectivement, c'est aussi des choses qui restent, tu vois. Et tu as envie de retrouver un peu aussi ce truc-là de rendre fiers tes parents. Et c'est peut-être aussi sûrement pour ça, en tout cas, que moi, je me suis cassé la tête à faire ce que j'aime et faire en sorte que ça fonctionne, quoi. Tu veux rajouter quelque chose, Marie ? Pleurez pas quand même. Non, mais on est aspiré par tes parents. Je trouve ça hyper humble. Je trouve ça incroyable qu'elle ait eu plusieurs vies dans sa vie. Ah ouais, c'est affolant. Et d'accepter d'aller plus bas. Grave. Tirer ses enfants vers le haut, c'est hyper courageux. Pour ça, nous, c'est ce qu'on essaie de faire comme parents. Bien sûr. Dans d'autres conditions. Donc là, nous, on n'est rien face à eux. C'est sûr. Moi, mes parents, je pourrais pas dire que je suis d'un schéma asiatique traditionnel puisque j'ai été adoptée par des parents. Moi, c'est le melting pot. Ma mère est marocaine d'une maman algérienne et d'un papa sicilien. Mon père, il est français. Bref, il y a vraiment il y a des Sénégalais, des Croates, il y a de tout dans ma famille. Nous, avec mon frère, on est les 2 pièces rapportées made in Asia. Et en gros, ils étaient tellement pas au courant des stéréotypes
les Asiatiques sont forts en maths que du coup ils nous ont laissé faire ce qu'on voulait du moment que ça nous épanouissait. Et du coup, il n'y a jamais eu cette considération de faites un métier qui vous plaît pas forcément mais qui rapporte de l'argent. Mais plutôt faites quelque chose qui vous plaît parce que votre père et moi on avait la possibilité de faire des choses qui nous plaisaient. Il y a eu beaucoup de rêves déçus et du coup ils nous ont poussés à accomplir les nôtres. Et ça c'est hyper cool et sans ça on ne serait pas là. Trop bien. Moi, je le dis souvent dans mes podcasts, dans mes épisodes, j'ai une coupure de 8 ans parce que je suis partie en Asie. Je suis revenue l'année dernière en 2020, juste avant le confinement. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a de plus en plus de diversité, quand même à la télé ou dans les médias, qui était quasi nulle il y a 10 ou 20 ans. Toi, Rafale, qui est dans ce milieu depuis un moment, est-ce que tu sens qu'il y a plus d'ouverture ? Toi qui es vieux, c'est ça que tu veux dire. Toi qui as fait la guerre. C'est très fort. En vrai, quel âge vous me donnez? En vrai, de vrai. Il paraît, cliché, stéréotype, que les Asiates font plus jeunes que leur âge. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Non, c'est vrai. Je t'aurais donné, allez, 36. Ouais, moi j'aurais dit 35 aussi. Ouais. J'allais dire la quarantaine, mon Dieu, je suis trop méchante. Quand tu le connais, sa personnalité. On va continuer ce dîner avec les copines. Là, j'ai fêté mes 40 ans cette année. Allez. Là, je fête mes 40 ans dans quelques jours. Incroyable. Et du coup, je suis dans ce game de l'audiovisuel depuis j'ai commencé le journalisme il y a 20 ans, dans les années 2000, et à la télé, je sais pas, peut-être 7 ans plus tard. Donc allez, ça fait 13 ans que j'y suis. Vraiment, j'ai commencé comme journaliste et rédacteur en chef d'un magazine qui était déjà sur les quartiers populaires, qui s'appelle Tum Tum. L'idée, c'était d'accompagner une personnalité mainstream dans un quartier de France et qu'il aille rencontrer toutes celles et tous ceux qui font bouger le quartier. Ça s'appelait Tum Tum. C'était présenté par Juan Massagna. Et donc moi, j'écrivais toutes les fiches, je trouvais les personnages, je faisais tout ça. Et déjà, on avait cette émission parce qu'il y avait un manque à la télé, parce que il n'y avait pas de représentation de gens issus de banlieue, on voyait très peu de gens de couleur. Merci beaucoup, des gens qui servent le thé, il y en avait très peu aussi à la télévision à l'époque. Et là, tu te rends compte quand même qu'en 10 ans, ça a un peu bougé. Aujourd'hui, Mouloud Achour, il a eu une quotidienne avec Click, et puis aujourd'hui, il a une hebdo qui est quand même assez suivie. Il y a Leïla Kadour qui présente le JT de 13h. Il y en a d'autres. Nagui, tous les soirs, il est à la télé, il cartonne. Donc effectivement, c'est en train de bouger. On a eu Harry Roselmack aussi qui présentait le 20h. C'était le feu quand Harry Roselmack est arrivé. Non, mais sauf que c'était le feu et on se disait ça y est. Ouais. On dit ça y est, mais demain la télé va changer. Ouais. Sauf que ça n'a pas été le cas. Tout de suite. Ça a été très lent et c'est encore un combat aujourd'hui. Mais par contre là, dans cette année, ces 2 dernières années, j'ai vraiment l'impression que les responsables de médias comprennent que c'est un enjeu, qu'ils seront obligés de faire avec parce que celles et ceux qui les regardent sont aussi métissés que nous et qu'ils n'ont pas le choix parce que sinon ils vont se louper et que tous les gens qui sont là iront sur Internet et ne regarderont plus la télé, tout simplement. Donc il y a cet enjeu-là. Donc je pense que dans les directions de chaîne, tu as quand même des gens un peu militants, citoyens, concernés qui disent c'est normal, ils ont grandi avec des Maghrébins, des gens d'origine maghrébine, des Asiates, des gens d'origine africaine, des Noirs, je sais pas quoi. Et ils se sont dit peut-être qu'il faut qu'il y ait tous ces gens-là aussi qui soient représentés. Mais je pense que c'est des histoires d'éducation. Mais tant qu'on a des gens qui sont là depuis... qui ne se rendent pas compte et qui vont nous prendre que pour un enjeu commercial, ce sera déjà ça, mais ce ne sera pas assez. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est ce que je remarque. À chaque fois que je rentrais en France, moi, ce qui me plaisait beaucoup de la France, c'était, t'as une architecture qui est là, la gastronomie, plein de choses qui font le rayonnement culturel de la France. Mais moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était de voir que dans un métro, on pouvait voir toutes sortes de visages. Que moi, quand j'habitais en Asie, il n'y avait que des visages asiatiques. Et quand tu es dans le métro parisien, tu as des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, des Blancs et tout. Et vraiment, c'est la richesse. Et c'est ça qu'on te dit quand tu es à l'étranger, c'est mais pourquoi dans ton équipe de France, il y a des Noirs et des Arabes? Mais ah ouais? Ouais, mais c'est ça la richesse de la France en fait. Parce que c'est la France. C'est la France. C'est la France. Et c'est pas la France qu'on vous montre en fait forcément au cinéma ou à la télé, majoritairement que des entre guillemets blancs quoi, si je peux dire ce mot. Mais voilà, moi je suis contente de rentrer en France parce qu'il y a cette diversité. Il y a Thérèse qui a dit dans l'épisode 2 de Banni Podcast,
parce que elle a sorti une chanson qui s'appelle Chinoise pour casser les clichés sur les Asiatiques. Et elle dit « J'avais envie de pousser un coup de gueule avec cette chanson, mais je ne suis pas le genre de personne qui balance une grenade et qui se casse, mais plutôt le genre de personne à agiter un drapeau. Je suis un constat de ce que c'est être une femme asiatique en 2021. Cette chanson est un appel à la convergence et un appel au vivre ensemble. » Lin Lan, toi tu fais des vidéos informatives et éducatives sur ta chaîne YouTube Draw My News. Une de tes vidéos les plus regardées s'intitule « Ne me dites plus jamais Ching Chong ». Pourquoi tu as eu le besoin d'écrire sur le sujet? Je pense que c'est un besoin j'avais accumulé beaucoup de choses pendant des années. Je pense que c'est comme n'importe quelle personne qui peut être asiatique, t'es ici. C'est des insultes depuis l'enfance, des remarques dans la rue. Et donc, tu te dis au départ, ouais, je peux encaisser, c'est pas grave. Et puis un jour, tu te rends compte que la coupe est pleine. Et le sketch de Kev Adams et de Gad Elmaleh sur les Chinois, pour moi, c'était vraiment insultant envers tous les Asiatiques. Et je me suis dit... Qui sont des humoristes, au cas aussi. Oui. Ça, c'est leur métier. Oui, c'est leur métier. Il vaut mieux leur dire. Voilà. Ce sont des humoristes, voilà. Donc ils ont fait ce sketch qui est insultant et pour moi l'humour c'est rire ensemble, c'est pas rire de gens que tu vas stigmatiser alors que toi tu es en position supérieure, ça c'est mon avis. Et du coup c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo et puis voilà j'ai lu la tribune d'Anthony Chélan qui est de Click, voilà, qui est journaliste et elle a beaucoup résonné en moi et je me suis dit lui il a un message à faire passer, moi aussi j'ai un message à faire passer et je vais en profiter parce que je suis dans un média entre guillemets mainstream, voilà, France Info, France Télévisions. J'ai envie de montrer à des gens qui ne savent pas forcément ce que c'est d'être asiatique au quotidien en France et parler de ces micro-agressions. Voilà, et je me suis dit, bon, ça va intéresser que les Asiatiques à mon avis. Et non, en fait, ça intéressait pas mal de monde. Hein. Et je me suis dit, il y a plein de personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire, franchement, on s'est identifié dans cette vidéo. Moi aussi, on me fait des blagues au travail et c'est malaise et je rigole, mais j'ai plus envie de rigoler. Donc c'était vraiment un coup de gueule. Et si j'ai pu le faire, c'est parce que j'avais un rédacteur en chef très bienveillant qui comprenait ces problématiques, qui avait déjà bossé dessus. Mais j'aurais été avec un autre chef, il aurait dit, ouais, non, mais... on s'en fiche. Lui, il m'a prise au sérieux et il m'a dit, ok, tu es concerné, carte libre pour en parler. Grave. Mais tu parlais de représentation à la télévision. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui, le nœud du problème, il est là. Il faut que les décisionnaires, les personnes qui te disent, ok, on y va, les gens qui donnent des go, des doux et des don'ts, soient des gens qui sont conscients de toutes ces problématiques-là. Et souvent, comment est-ce qu'on est conscient de ces problématiques-là? Parce qu'on les a soi-même subies, vécues, essayées. Et donc, c'est pour ça qu'on demande aussi, enfin, je pense qu'il y a plein de citoyens et de citoyennes aujourd'hui dans notre pays qui demandent à ce que, concernés, engagés, qu'il y ait des associations aussi d'ailleurs, qu'il y ait des personnes issues de l'immigration, qui ont des parents d'origine immigrée, qui ont vécu dans des quartiers très populaires, qui viennent de province, qui viennent de la campagne, peut-être aussi des gens qui ne sont pas hétéros, des gens en situation de handicap, donc tous les gens qu'on pourrait mettre dans ce grand truc qu'on appelle les minorités, la diversité, donc être plus inclusif avec eux, et que ces gens-là, parce qu'ils en ont les capacités, sont en situation de décider. Moi, c'est le cas du directeur de la production de Zin Zin pour laquelle je travaille. Est-ce que ça ne change pas tout? Ça change tout. Ça change beaucoup de choses. Ça change tout parce qu'il m'a dit, on t'a pas choisi pour ça, mais c'est une vraie richesse. Parce que lui-même, étant une personne de couleur, il a une vision et une compréhension de plein de problématiques qui ne rentrent pas du tout en ligne de compte pour Zin Zin, qui est un magazine culturel pour les enfants, où on va être amené à leur parler de la différence, etc. Mais des fois, on a des discussions, des à côté, où sa vision à lui, elle est hyper enrichissante. Et je me dis, j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui est à mes côtés, d'un point de vue professionnel, et de plus en plus, il va y avoir des gens comme lui qui vont être décisionnaires, comme tu disais, et qui vont avoir ça en tête, qui vont demain proposer des choses plus inclusives, qui vont en tout cas ne pas faire l'erreur de nous invisibiliser aussi, ou de nous faire rentrer juste dans des quotas pour être confortable au niveau des gens encore au-dessus. Et je trouve que c'est hyper important que les sièges un peu se renouvellent et qu'on ait des gens aussi comme ça. Et tu as tout à fait raison. Et vous faites partie aussi de cette transmission, en fait, de pouvoir
avec votre présence, de pouvoir insuffler en fait ce nouveau ton pour percer un peu ce plafond de verre. Merci. On essaye. Mais c'est vrai je sais pas, j'insiste et j'ai l'impression qu'on se dit, on est assez d'accord. Il n'est pas question de communautariser les choses. Hein. Pas du tout. Il n'est pas question de pas communautarisme. Il est question d'une représentation. Il est question de gens qui comprennent la société dans laquelle on vit. Et c'est pas plus que ça. On dit pas ouais, on veut un noir ici parce qu'il est noir. C'est pas ça. Il faut qu'il y ait du sens derrière. Bien sûr, c'est absolument pas ça. C'est juste on veut des gens qui comprennent ce qui se passe dans la société, et que la société est en train de bouger et que la société bouge depuis longtemps. Et je pense qu'il n'y a pas plus de gens. Souvent on dit sur toutes ces problématiques-là, la parole est en train de se délier, la parole est en train de se libérer. Non, c'est qu'il y a plus de gens qui comprennent et qui écoutent. Parce que les gens ils ne sont jamais tués, ils parlent depuis longtemps, ils dénoncent depuis longtemps, bien sûr. Et donc voilà, il y a un espèce il y a ce déballage-là qui fait que, c'est pour ça que je suis assez enthousiaste et positif, c'est en train de bouger. C'est en train de bouger. Marie, par les différentes émissions que tu animes, tu rencontres et interviews beaucoup de personnes issues du monde du manga, du gaming, des personnes d'origine japonaise, coréenne, etc. La France, c'est le 2e pays le plus consommateur de manga dans le monde. Ouais. C'est notre faute. Pourquoi, à ton avis, on ne voit pas beaucoup de personnes ou de représentations issues de la culture japonaise alors qu'on consomme des produits culturels japonais en France ? La seule personne d'origine japonaise aujourd'hui que je connais et qui est mise en avant, c'est Louis-San. Qu'on adore, il faut l'embrasser, Louis-San. Qu'on adore, c'est un de mes meilleurs amis et c'est une des personnes que je préfère dans le monde et il le sait. Pourquoi on ne les voit pas plus ? Je pense qu'il y a encore cette étiquette de les weebs qui lisent des BD dans leur chambre. C'est pas encore pris au sérieux, c'est pas encore pris comme un objet de culture, c'est pas encore pris comme un univers qu'on doit respecter et qu'on doit découvrir. Quand je fais découvrir par exemple Quartier Lointain, quand je fais découvrir Shiro Taniguchi, l'un des plus grands maîtres du manga. Voilà, tu ne peux pas décemment dire c'est de la sous-culture, ce n'est pas possible. Ou alors c'est d'être d'une malhonnêteté intellectuelle pas possible et sans limite. Malheureusement, c'est encore le cas de beaucoup de médias qui regardent ça d'un point de vue assez condescendant, assez curieux mais malveillant. Et tant qu'il y aura cette malveillance-là, malheureusement, on ne les représentera pas plus. Ça restera quelque chose de niche, quelque chose pour les enfants, quelque chose qui n'intéresse pas les gens qui peuvent peut-être aimer autre chose, comme, je sais pas, le cinéma muet, noir et blanc. Les gens peuvent aimer plein de choses différentes et en même temps. Et ça, c'est pas quelque chose qui est encore pris en compte. Je fais un petit parallèle avec ce que tu viens de dire sur la culture manga. Ouais. C'est la même chose avec la culture hip-hop. Moi, je viens de cette culture-là. Aujourd'hui, tu regardes les charts, les numéros 1, ce ne sont que des rappeurs ou des gens qui viennent de la culture hip-hop. Aujourd'hui, c'est en train de devenir mainstream. Tout le monde écoute et pourtant, les gens continuent à la regarder de haut. C'est vrai. Pourtant, il y a un business pas possible, il y a une vraie culture. Comme je l'ai dit, dans les musées, tu retrouves des pièces de street art, des fresques, etc. La musique, on a des super paroliers, d'Oxmo Puccino à Medine. Je veux dire, c'est la mode. La danse, on est numéro 1 dans le monde en danse hip-hop. Ouais. Bon, quelquefois, on se tape un peu avec les Coréens, les Japonais, justement. Mais les Français sont les meilleurs b-boys du monde. Et les big girls aussi. La mode, bien sûr, la mode, la culture sneakers, etc. Bien sûr. Et tout ça, c'est la culture hip-hop. Et je fais le même parallèle avec la culture manga, tu vois. Les gens regardent ça de haut. Mais dans 10 ans, quand nous, on sera les décideurs, on saura que, je veux dire, la table sera renversée. Mais c'est juste que là, il y a encore des gens d'une autre génération pour qui c'est... J'espère que ça va arriver plus tôt. Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, pour eux, c'est du chinois, quoi. Tu vois, écouter du rap, lire un manga, c'est du chinois. Ouais, on est dans le quartier, du coup. Ouais, on est à Chinatown, c'est bien. Toi, Linlan, tu travailles à France Info. Est-ce que tu sens qu'il y a plus d'ouverture vis-à-vis de tout ça ? Ouais, tout à fait. Je pense qu'à France Télévisions, tu as de plus en plus de personnes qui sont mises en avant et qui ont des origines, voilà. Et même dans le recrutement, je le sens. Je vais parler de mon cas personnel. Si je suis rentrée à France Télévisions, c'est par le biais de ce qu'on appelle la bourse France Télévisions. Et c'est pour des personnes qui sont issues de l'immigration. Donc, quelque part, c'était une politique, finalement. Donc, c'était pour les boursiers, des enfants des enfants pas privilégiés, tu vois, et aussi pour des enfants issus de l'immigration. Donc, politique volontariste. Voilà, politique, discrimination positive, même si j'aime pas ce mot.
Après, c'est compliqué parce qu'une fois que tu es rentré avec cette étiquette, il faut faire tes preuves. Il faut montrer que tu n'es pas juste là parce que tu avais les yeux bridés, mais qu'aussi tu sais travailler, etc. Et ça, mais oui, mais tu es arrivé avec un talent, malgré tout, au-delà de ton apparence. Tu es arrivé avec un background, diplôme, tu avais déjà fait tes preuves, tu avais participé au journal du collège, mais tu avais fait d'autres choses. Tu avais un diplôme. Le diplôme, il vaut la même chose que celui des autres, quoi. C'est difficile de ne pas avoir ce syndrome de l'impostrice, l'imposteur, quand tu arrives dans un milieu qui est un peu, entre guillemets, élitiste, comme ça, tu es comme ça, tu te dis, il y a Élise Lucet, là, juste à côté, est-ce que je peux aller lui parler ou pas T'as eu peur qu'elle te parle en disant « Non mais dites la vérité, vous êtes une impostrice !» Non, elle a été Moi, très j'ai sympa. jamais rencontré, je suis sûre, elle est très sympa. Elle est super sympa en vrai. Et puis il y a plusieurs fois où on m'a dit écoute, on aimerait mettre plus d'asiatiques à l'antenne, est-ce que ça t'intéresse ? Là, je sais que sur France 5, ça les importe quand même. Mais voilà, ce qui est important, c'est de ne pas seulement mettre des personnes, entre guillemets, racisées en avant. Il faut aussi que parmi les rédacteurs en chef, il faut qu'il y ait parmi les rédactions des personnes qui comprennent ce que c'est d'avoir des origines différentes et une culture différente. C'est pas juste de l'image, c'est aussi... Voilà. C'est super de mettre des gens en avant, hein. C'est super qu'on les voit, mais ça suffit pas. Voilà. Mais j'espère qu'un jour, on n'aura plus cette politique de discrimination positive et que ce sera naturel, en fait, d'embaucher n'importe qui. Mais c'est long, hein. Nous, on fait le parallèle souvent avec les femmes. Et c'est la même chose. Exactement. Souvent, on nous parle il y a une question, moi je ne sais pas quoi répondre à cette question. Souvent, on nous dit est-ce que tu es pour les quotas, des quotas de gens, de couleurs à la télévision ? J'en sais rien en fait. Ce que juste j'observe, c'est qu'à l'Assemblée nationale, à un moment, il y a eu une loi, quota, 50% de candidates, et que l'Assemblée nationale a changé. Et qu'aujourd'hui, on ne se pose pas la question Enfin, je veux dire, nous les citoyens, les électeurs, les électrices, on se dit sur cette liste. C'est forcément un homme, une femme à chaque fois, quoi. Je l'ai déjà dit en intro, moi je suis très contente de vous recevoir car je pense que c'est grâce à cette meilleure représentation que moi-même j'ai eu envie de me lancer et d'oser, de parler autour d'une table avec des... C'est grâce à des gens comme nous. C'est bien, non mais c'est bon. Non mais et d'oser de parler autour d'une table avec des personnes d'origine asiatique, des visages asiatiques, mais au-delà de ces visages asiatiques, vous êtes aussi pour moi des... Regarde, elle est en train de douter de mon j'avoue, on sait pas trop. Déjà, il y a 50 ans... Je me sens discriminée, là. Et du coup, oui, au-delà de ces visages asiatiques, vous êtes aussi pour moi des bâtisseurs de ponts. Rafale, toi, avec Ensemble, c'est mieux, tu participes à faire découvrir des gens talentueux. Je pense notamment à Samy, que tu as reçu il y a quelques jours. Ça, c'est l'un de mes chouchous. Avec son émission Melting Pot qui va du coup à la rencontre de personnes des quartiers ou faire parler des gens de leur origine, de leur culture. Tu as reçu aussi les créatrices de Get Up. Ah ouais, Inès Sediki. Voilà. Et il y a Sabrina, en fait, de l'épisode 9, qui a dit quelque chose qui résonne en moi, là, pour ça. C'est qu'elle disait, il ne faut pas mettre dans la tête de quelqu'un du 93 qu'il part avec un handicap. Il faut plutôt voir ça comme un bagage. Ok, tu viens de là, tu vas pas pouvoir le changer. Ça doit être une force et pas un handicap. C'est quelque chose d'important d'ancrer ça dans les mentalités. T'as raison. Mais ouais, elle a complètement raison. Toi, est-ce que tu penses qu'on va pouvoir percer ce plafond de verre des médias par toutes ces petites mains, tu vois, qui commencent à créer des choses en indépendant Ah oui, c'est en train de bouger, mais Marie, elle en parlera encore mieux que moi parce qu'elle est plus à l'aise avec tout le monde digital et c'est une vraie porte. Tu parlais de Louis San, justement, Louis San, on ne l'aurait jamais vu en télé, et par contre, il cartonne sur YouTube. Et il parle de culture japonaise et de culture manga. Mais je suis très content que tu nous considères comme des bâtisseurs de ponts parce que c'est évidemment ce qu'on a envie de faire aussi, surtout moi à mon âge canonique, puisque il va avoir 40 ans. 50. Non, j'ai envie de transmettre et moi, c'est mon engagement de journaliste, ça a été celui-ci. Parce que moi, j'ai pas fait d'école, tout ça, mais moi, je suis arrivé par le monde associatif. Et l'idée, c'était vraiment de faire ensemble
et de collectivement, ok, on est tous différents, mais on fait un truc cool et on vit en société. Et vous allez voir à quel point c'est cool. Et moi, très longtemps, je ne me suis pas considéré comme un asiatique. C'est que assez tardivement que je me suis pris la tête sur ces questions-là. Je savais que j'étais différent. Je sais évidemment que je suis d'origine cambodgienne, que je ne ressemble pas aux gens avec qui j'étais dans ma classe, d'Hérouville-Saint-Clair, dans mon quartier de Montmorency. Rien à voir. Mais à l'époque, mon identité, c'était une identité de banlieusard. Et c'est là que j'ai commencé à me retrouver dans tous les combats des banlieusards et des banlieusards. C'est-à-dire, je sais pas, l'islamophobie, la négrophobie, le fait de regarder de haut les gens qui touchent à peine le SMIC ou qui sont au RSA. Moi, j'étais dans cette identité-là. Et aujourd'hui, je la porte toujours. Mon identité asiatique, elle se rajoute à tout ça. Et j'y vois vraiment le point commun, c'est que effectivement on fait partie d'une minorité, de plusieurs minorités, et que on est tous dans la même galère, quoi. Donc moi j'ai envie de porter les gens qui mettent en lumière tous les talents qui sont issus de ces minorités aussi, mais parce que ces gens-là font du vivre ensemble. Et c'est pour ça que j'aime ce que fait Sami Mriga, que j'avais jamais rencontré avant de l'inviter sur mon plateau, et pourtant j'ai essayé de lui filer plein de coups de main. Mais parce que ce qu'il faisait, lui, de son côté, lui, il a grandi à Argenteuil, ce qu'il faisait du côté d'Argenteuil avec sa série Melting Pot, et ben, je me retrouvais de ce que je faisais avec Fumigène. C'est la même chose. Et pourtant, on a, je sais pas, au moins 15-20 ans de différence. Et je suis assez fier de tout ça, effectivement. Avec la crise sanitaire, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au niveau de la communauté asiatique en France, aux États-Unis. J'avais reçu Anthony Chélan dans l'épisode 7 et il disait « On est dans une crise pandémique dans laquelle les gens l'ont assimilé aux Asiatiques. En ce moment, aux USA, il y a des agressions gratuites dans la rue, en France aussi. Il y a des campagnes hashtag je ne suis pas un virus. C'est dur, ça continue. C'est peut-être un des moments les plus durs pour la représentation, mais ça va dans le bon sens. » Lin Lan, toi, tu as intervenu sur Combini. Il y a eu un article aussi sur Grazia, où tu étais aux côtés de Thérèse, Julia Maïd de Coy et Grace Lee. Est-ce qu'il y a des axes sur lesquels la France peut s'améliorer et construire un meilleur vivre ensemble ? Oui, bien sûr. Il y aurait tellement de choses à faire. Je pense que la France a une richesse, c'est qu'elle est diverse et je pense que ce serait bien de ne pas voir cette diversité avec un œil méfiant. En fait, souvent quand des personnes, je vais parler de la non-mixité, se rassemblent parce qu'elles sont bien ensemble, elles partagent des valeurs communes, tout de suite on dit « Waouh, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes communautariste, c'est pas bien ». Alors que non, en fait, on a des choses en commun, on a des choses à se raconter, on a des vécus. Donc comprendre que la France, c'est aussi une accumulation des histoires de chacun qui sont différentes. C'est aussi reconnaître les effets de la colonisation. C'est-à-dire que ces gens qui ont des visages un peu bizarres, qui ne sont pas blancs, ils ne sont pas là par hasard, c'est parce qu'il y a une histoire derrière. Et ça, pourquoi est-ce que... je l'ai appris au collège-lycée, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus ? Et on commence à en parler. Franchement, j'ai vu un documentaire sur France 2 sur la décolonisation, je me suis dit, waouh, ça m'a complètement... Donc, je pense que c'est important que la France reconnaisse les particularités de chacun et ne les voit pas de façon négative et ne soit pas dans cette phobie, dans cette phobie, dans cette hystérie. Mais bien sûr, moi, comme Anthony, je suis plutôt optimiste. J'ai envie de croire en l'avenir et c'est pour ça que tout le monde, on se bat, on dénonce les choses qui ne vont pas, mais comme toi, on construit des choses pour parler de l'Asie et des Asiatiques et des Français asiatiques autrement, de façon aussi positive. Voilà ce qu'on fait, on est à Chinatown, on est à Olympiade, d'aller contre ce cliché de ils sont entre eux, ils parlent pas d'eux, ils sont opaques, on ne sait pas ce qu'ils font. Non, mais on attend que ça en fait. Il fallait juste que les deuxième générations et les troisième générations se réveillent et en parlent. Et la France doit écouter et aussi la France doit éduquer, je pense. C'est-à-dire qu'il faut expliquer aux enfants, cette personne elle est différente de toi, tu vas pas te tirer les yeux devant lui et tu vas pas te foutre de sa gueule. Pareil pour les profs, tu dis, vous voyez ces enfants qui se moquent des autres, mais
faut les recadrer, c'est important, faut pas laisser passer ça, parce que c'est dès la maternelle que ça se joue. Bien sûr, donc il y a des outils à créer. Moi je me rappelle, il y a un acte fondateur en termes d'outils, c'est une vidéo qui a été tournée à l'initiative du collectif des Asiatiques de France, où plusieurs personnalités famous avaient participé. Dont un certain Rafali. Ouais, mais moi on m'a invité, j'étais trop content d'y être, évidemment, mais j'ai eu l'occasion comme ça de rencontrer les comédiens Steve Tran, Fred Shaw, la chanteuse Angoun, des sportifs, pas mal de gens comme ça et qui avaient ce point commun d'un moment de dire bon bah ça va maintenant, tu vois, on s'arrête un petit peu. Et je crois que cette vidéo a fait pas mal de bruit et a permis par la suite de lancer une vraie dynamique et d'aller là aussi créer des ponts. Tu es d'ailleurs sur un projet de livre là en ce moment, Lin-Lan. Oui, enfin j'essaye. Non mais je pense que il y a pas beaucoup de choses qui sont publiées sur le racisme envers les Asiatiques en France. Je pense que ça manque. Il y a un livre qui a été publié récemment de Yahan Chang, qui est sociologue. Donc je pense qu'il faut parler du racisme. Faut dire qu'il y a des choses de concret qui se passent, que c'est pas juste des micro-agressions. Hein. C'est vraiment il y a un phénomène qui est là et qui n'a pas attendu le Covid pour se manifester. Il y a du racisme envers les Asiatiques et je pense qu'il faut le quantifier, donner des chiffres et tout ça. Donc il y a un gros boulot à faire. Mais il y a beaucoup d'initiatives depuis, en tout cas moi je trouve depuis le confinement, qui ont été lancées. Tu fais partie notamment de ce projet artistique Sororasi avec Asidentité. Donc on salue Amanda et Mélanie. Je vous follow sur Instagram. Et oui, ça participe à visibiliser en fait les femmes asiatiques. Et merci pour ça. Merci de le faire parce que grâce à ça, peut-être que moi aussi, ça m'a donné envie de lancer mon podcast où je me suis dit, il y a d'autres personnes qui font des choses, qui sont asiatiques comme moi, qui sont femmes aussi. Et donc de lancer le podcast Banmi. C'est bien, je pense que c'est important de prendre la parole parce que j'en discutais avec Stéphane Lecombe tout à l'heure. Si tu attends qu'on te donne la parole, tu peux attendre très longtemps. Tu peux devenir un squelette sur ta chaise avec l'étoile d'araignée, machin. Mais si tu racontes tes propres histoires avec tes propres mots, et ben là, tu peux apporter quelque chose de différent. Et peut-être que les médias mainstream viendront vers toi pour parler de toi. Ou pas, et que ça marchera parce que tu créeras ta propre communauté on n'a pas forcément de lecteurs besoin, ou de lectrices. De la validation. Non, pour voir les non, pas du tout. Non, je pense que le problème avec les médias mainstream, c'est qu'effectivement, ils ont quelques années de retard. Hein, c'est un peu, voilà. Justement, Marie, toi, tu fais beaucoup de vidéos sur YouTube avec Louis-San, donc on en a parlé. Est-ce que tu penses que YouTube et les plateformes alternatives à la télévision sont de meilleurs vecteurs pour visibiliser la diversité, notamment la communauté asiatique en France? Je ne sais pas si elles sont meilleures, mais en tout cas, il n'y a personne pour nous dire non, ça n'a pas marché. Non, le racisme anti-asiatique, ça n'existe pas. Tu vois, en fait, on ne rencontre pas d'humain. Au moment où on tourne la vidéo, où on décide de la publier, il n'y a pas un humain qui va venir nous donner son avis en disant ça, c'est un sujet de victime. En fait, non, tu n'existes pas. C'est une plateforme dans laquelle je vais pouvoir mettre tout ce que je veux et je vais pouvoir parler de ce que je veux avec le ton que je veux. Et il n'y a pas un comité de censure qui va venir me dire stop se victimiser, stop machin. Ça arrivera peut-être dans les commentaires, mais c'est trop tard, la vidéo elle est publiée. Donc c'est un média alternatif qui évidemment est hyper utile dans cette problématique justement de ne pas invisibiliser les choses. Et ça permet aussi aux gens qui ne sont pas au courant de ce qui se passe d'avoir un peu un rapport d'étonnement, de se dire ok, ça c'est problématique et j'en avais pas conscience. Et il y a plein de gens qui, suite à des vidéos, viennent me voir par message et tout, me disent j'avais pas conscience que ça c'était du racisme anti-asiatique. J'avais pas conscience que appeler ma salade ching chong bonjour le restaurant d'épaule égale, c'est raciste. Tu vois ce que je veux dire? Je peux te dire que celle-là, on l'a bien fait de tes sauts de la carte. Il y a des choses encore il y a du travail à faire. Il y a du travail, mais là où je suis hyper contente, c'est qu'il y a peut-être 15-20 ans, les communautés asiatiques auraient peut-être dit vas-y, on laisse passer, on laisse couler. C'est ce qu'on se disait souvent. Mais soyons plus intelligents, ne disons rien et tout. Non, là, on est dans un carrefour où on est en train d'ouvrir nos gueules. Et pour une fois, on ne nous collera plus l'étiquette de non, mais de toute façon, ils disent rien. Là, c'est périmé, c'est périmé ce cliché. Et le fait qu'on soit en colère,
même si on essaie de construire derrière, on n'est pas juste sûr. en colère, on essaie de partager des choses plus positives et tout. Le fait qu'on soit en colère, putain, on est vivant, on est là. Et ça me rend hyper optimiste parce que je me dis, ok, on est dans la réaction, on va être aussi dans l'action. Et ça y est, on va peut-être plus nous coller cette étiquette de gens qui se taisent en fait. Ouais, tout à fait. Mais ça me rappelle en fait l'épisode 16 avec les restaurateurs Vincent, Goku Asian Canteen, Adrien de Mao Dumpling Bar et Émilie de Banoï qui ont eu cette initiative de lancer le t-shirt Love Our People Like You Love Our Food que Sébastien Kong porte fièrement aujourd'hui. C'est ça en fait, c'est que on veut faire passer un message positif, bienveillant et ce message est très retentissant je trouve parce que c'est à travers la nourriture et tout le monde a déjà goûté dans sa vie un peu de nourriture asiatique et il faut comprendre la culture derrière, les gens qui sont derrière et partager leurs histoires. Quoi. Parce que vous lisez nos mangas, vous écoutez notre musique, vous regardez nos films, vous les consommez en fait depuis longtemps ces objets culturels-là. C'est ça. Respectez-nous aussi derrière, c'est tout ce qu'on veut. Quoi. Alors Banmi, c'est le podcast qui va à la rencontre de personnes inspirantes liées à l'Asie. Rafale, dans quelle mesure toi tu es rattaché à l'Asie ? Ah, j'ai peur. Parce qu'on a du mal à savoir. Tu fais pas... Es-tu vraiment asiatique ? Es-tu vraiment asiatique ? Attends, à quel point je suis attaché à l'Asie ? Par mes origines. Ouais. Déjà, je suis d'origine cambodgienne, mes 2 parents sont cambodgiens. En quoi je suis rattaché à l'Asie ? Est-ce qu'il y a des choses de ton éducation asiatique par exemple, que tu transmets à ta fille ? Ah oui, le respect des autres, le respect des plus vieux, et plus généralement vraiment le respect de tout le monde. Ça, je sais pas si c'est totalement asiatique. Le respect des anciens, oui, ça c'est sûr. J'ose espérer que c'est toutes les cultures. Ouais. Je crois que c'est variable. Elle a tiré la langue, attention. Mais sinon, de façon très traditionnelle, on essaye maintenant tous les ans d'aller à la pagode de Vincennes. Ouais. C'est dans le Val-de-Marne. Il y a une grande pagode où tous les ans on fête le Nouvel An cambodgien. Et ça a des allures de grands de marché, de souk, mais avec que des échoppes khmer. Ouais, t'as plein de stands de bouffe, des brochettes, des soupes, des machins, c'est des génial. jouets, et puis tu viens brûler de l'encens aussi, tu viens te recueillir. Et je le fais avec ma mère, puisque ma mère elle vit toujours en Normandie, mais elle vient régulièrement à cette occasion. Je le fais avec ma fille aussi, qui comprend maintenant très bien ce qu'on fait, qu'elle a plusieurs cultures, parce qu'il s'avère que moi, ma femme est d'origine algérienne et cubaine. Donc c'est vraiment un vrai melting pot à la maison, parce que c'est vraiment nos identités, tout ça sont nos identités. Alors moi aussi je suis devenu un peu cubain, je suis devenu un peu algérien, mais je l'étais déjà un petit peu avant. Je suis cambodgien aussi, et tout ça c'est sous le socle de l'identité française. Tu vois. Donc c'est peut-être ça que j'explique à ma fille, c'est que français c'est être tout ça. Français c'est être tout ça, c'est le respecter les copains et les copines, les tontons et les tatas qui font le ramadan, c'est respecter quand on va à la pagode ensemble, c'est je sais pas, c'est tellement plein de choses quoi. Donc voilà, c'est ça que j'enseigne à ma fille. Et toi, Linh-Lan, dans quelle mesure tu es attachée à l'Asie, toi ? Écoute, mes 2 parents sont vietnamiens, tout simplement. Et j'ai pas mal de familles en France, j'ai de la famille aux États-Unis et j'ai de la famille au Vietnam, j'en ai un petit peu partout. Et ce qui est cool, c'est que mes parents, ils m'ont bien transmis la culture, un peu moins la langue, excusez-moi pour mon vietnamien pourri, mais ils m'ont bien transmis la bouffe aussi. Les banh mi, évidemment, le pho, tout ça. Et voilà, quoi. Je me sens autant française que viette. Et comment tu t'es sentie quand tu es allée au Vietnam pour la première fois ? Écoute, c'était bizarre parce que j'avais l'impression que j'avais une famille étendue. Parce que pour moi, quand j'entends du vietnamien, je suis en famille. Et là, je me dis, punaise, j'ai des tontons et tatas partout. Ah oui, quand tu entends. Moi, j'ai le même sentiment quand je viens dans le 13e arrondissement de Paris. J'entends. T'as l'impression d'être à une fête de famille. C'est ça, et je retourne, mais ce sont des gens que je ne connais pas. Et non, mais un truc un peu plus dur aussi, c'est que j'avais pas du tout conscience de la pauvreté. Et puis un jour, j'ai vu une petite fille se précipiter pour finir mon bol de pho que j'avais pas fini. Donc j'étais vraiment choquée. Et en gros, je pense que mes parents, ils n'ont pas fait exprès mais je pense que c'était pour nous montrer, c'est ça aussi le Vietnam, c'est que malheureusement, il y a de la pauvreté. Tu aurais pu naître
comme cette personne et tu as eu des privilèges. Donc faisant quelque chose, quoi. Ouais. Prends conscience. Exactement, prends conscience. Ouais, c'est clair qu'on est bien lotis en France d'avoir grandi en France. Tu n'es pas née en France, Marie, tu es née en Corée du Sud. Du coup, moi, le lien avec l'Asie, il est moins évident, parce que j'ai le visage, j'ai le skin, comme je dis, mais c'est un skin. C'est-à-dire que j'ai grandi en France dans une famille très colorée, et le rapport à l'Asie est venu plus tard. Moi, j'ai toujours cru que j'étais blanche. Je m'appelle Marie-Charlotte. J'ai évolué dans des milieux catholiques, privés, où j'étais toujours la seule asiatique. Ouais. Donc moi, je pensais que le vivre ensemble, c'était ça, parce que je n'avais pas subi le racisme dans ces cercles, mais en fait, c'est juste que je ne le mettais pas en avant. Et eux ne le voyaient pas, donc c'était un rapport un peu mutuel de elle est comme nous, mais en fait, je n'étais pas comme eux. Et je m'en suis rendu compte que bien plus tard, que c'était aussi un bagage et que je devais faire avec. J'ai décidé de le valoriser dans le travail que je peux faire, dans le contenu que je propose. Et c'est une découverte aussi avec mon fils. Mon fils qui du coup est français par son père et coréen par sa mère, mais demi-coréen. Et du coup, il a un prénom coréen aussi, il a un prénom français, un petit prénom coréen. S'il va en Corée, il pourra se faire appeler comme ça aussi. Et puis évidemment, il va grandir et on va lui faire aussi découvrir cette part de culture-là qui est en lui. C'était quoi ton sentiment quand tu es allée en Corée la première fois, quand tu es retournée dans le pays de tes origines? La première fois que j'y suis retournée, je me suis sentie trop française pour être vraiment coréenne. Physiquement, je leur ressemblais pas. Et ça, c'est un constat que je fais au niveau des adoptés coréens. On ressemble pas aux Coréens natifs. C'est fou, hein. Ouais. Ils le reconnaissent en plus. Oui, ils nous reconnaissent. On a la peau plus mate. Comme nous quand on est au Vietnam. Moi, je suis cramée direct. J'y vais. Même sans ouvrir la bouche. C'est ça. Ils me regardent, ils me disent Japanese. Je suis en mode non, française. Donc ils sont encore plus perdus, tu vois. Et je leur réponds à moitié coréen, moitié français. Alors là, ils sont du père, mais du coup, non, ils nous spotent d'assez loin. Mais ça m'a fait du bien, pour une fois, de ne pas être la seule de toute la pièce, tu vois, être asiatique. De pouvoir me dire, ok, il y a aussi des gens qui me ressemblent. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, il n'y avait pas cette identification et cette représentation autour de moi ou dans les médias. Et pour la première fois de ma vie, je l'avais en réalité augmentée, quoi. Putain, on dirait que je suis dans un jeu vidéo. Information Koreans everywhere. Horrible. Alors, moi, il y a une phrase de Shigeki qui est une co-créatrice, la co-créatrice de Origin TV, la web-série qu'elle a créée avec Tuan. Donc l'épisode 11, je fais des clins d'œil aux épisodes à chaque fois de Banni Podcast. Et elle dit, elle parle en fait de ce retour qu'elle a fait au Congo. Et elle dit, c'est toute leur histoire que je découvrais en arrivant au Congo. J'ai senti un sentiment de culpabilité et une envie de rendre tout ce que je pouvais apprendre ici en France. Quand je suis revenue du Congo, j'ai eu envie de créer des projets afro-centrés. Je me suis dit, il faut que le départ de mes parents, qui ont tout quitté pour venir s'installer en France, serve à quelque chose. Et c'est fort ce qu'elle dit. Ouais, c'est très fort. Et je suis un peu émue à chaque fois que... Épisode 11. Épisode 11. Non, allez, écoutez. Je suis émue parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait, on essaye de construire aussi par rapport à cette recherche, en fait, cette quête identitaire qu'on a. Toi, Marie, à créer des ponts pour visibiliser la culture japonaise, coréenne. Voilà, toi, Lin-Lan, avec le projet de livre que tu as en ce moment. Toi, Rafale, tu vois, genre, tu es investi aussi dans des associations khmer. Je pense notamment à Dara. Mais en fait, moi, je me sens petit par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai été moi-même au Cambodge très tard. Aussi, parce que tu sais, il y a pour le coup, ce qui dans ma famille n'était pas un mythe, le silence autour de pourquoi est-ce qu'ils étaient arrivés en France. Et se documentant, regardant la télé d'ailleurs, j'ai compris aussi que c'était parce qu'ils disaient on est venu à cause de la guerre. Ouais, mais quoi? Non. Tu vois, ils se taisent. Dans ma famille, c'était comme ça. Il s'avère qu'autour de moi, d'autres familles cambodgiennes
était dans ce cas-là aussi pour les gens qui étaient de mon âge ou plus petits, plus jeunes encore. Et j'ai compris plus tard que c'était le génocide, que c'était un déclassement, comme je disais tout à l'heure, que c'était aussi de devoir tout quitter, l'exil, à quel point c'est dur, c'est violent. Et donc ma mère n'a jamais voulu retourner au Cambodge. Et je me rappelle que tous les étés, avant tous les étés, on disait ah ouais, on irait bien au Cambodge voir à quoi ça ressemble. Et toujours c'était ouais, on ira l'année prochaine. Non, cette année on peut pas, cette année on peut pas. Et en fait moi j'ai été le premier de ma famille, de mes frères et tout, qui sont plus vieux que moi, à aller, j'allais dire à retourner, c'est un lapsus intéressant, mais à aller au Cambodge. Et j'y suis allé, j'avais 25 ans. C'est un moment où j'ai dit ouais vas-y, j'attends pas mes parents, j'y vais. Et je suis parti avec mon sac à dos, je suis allé voir comment c'était là-bas. Et c'est drôle parce que tu posais la question c'était quoi le souvenir que tu as eu quand tu es allé là-bas. Je suis descendu de l'avion, je me rappelle, la porte s'ouvre, je sors et je suis happé par cette espèce de moiteur. Ouais. Il fait très chaud. Bois de l'eau, quoi. Tu sais, je sais pas, il y a une odeur particulière et c'est assez indescriptible, mais je me rappelle me dire dans ma tête, pourtant c'est un pays que je ne connais pas, de me dire je suis chez moi. Ouais. Et c'est étrange de dire ça. C'est étrange pour quelque chose que tu connais pas, que tu n'as jamais vu. Ouais. Et moi, j'avais l'impression d'être, je te dis, j'étais pas un mec qui disait ouais, moi, Asia Power et tout ça. C'était pas ça mon délire. Et pourtant, là-bas, je me rappelle le soleil, les nuages, l'horizon. Et ça a été assez particulier, la découverte des temples d'Angkor aussi, retrouver sa famille aussi, qu'on croyait mort à cause de la guerre et du génocide. Et ça, j'ai vraiment à cœur de le transmettre à ma fille. Et que cette histoire, je vais lui raconter. Je vais lui raconter à quel point sa grand-mère a été courageuse. Et je vais lui raconter tout ça. Ouais. Et je veux l'emmener aussi voir tout ça. Donc voilà, ça c'est mon rapport à l'asile. C'est que j'ai très envie de faire ça avec ma fille maintenant qu'elle a 6 ans. Elle comprend beaucoup de choses. Mais ça me touche ce que tu dis, Rafale, parce qu'en fait, moi je suis vietnamienne. Mes parents sont vietnamiens, mais du Cambodge. Et moi j'ai toujours cru que j'étais vietnamienne parce que la langue était le vietnamien à la maison. Et que quand on allait voir la famille, c'était au Vietnam. Mais en fait, elle n'a jamais vraiment vécu au Vietnam, ma maman. Elle est née, elle a grandi au Cambodge. Et quand j'ai été au Cambodge pour la première fois, tu vois, genre un peu comme toi, j'ai senti qu'il y avait une connexion avec cette terre et que c'est trop bizarre et que à chaque fois que j'y retourne, j'ai ce sentiment d'être comme à la maison, alors que j'étais beaucoup plus de fois au Vietnam qu'au Cambodge. Bon, je fais pas une compétition entre les deux pays, mais t'as une connexion particulière entre voilà ce que tu ressens quoi. Et j'ai notamment la dernière fois que j'y suis allée, c'était en décembre 2019. J'ai couru le semi-marathon d'Angkor Wat et quand je courais, je me disais, mais... Quelle classe de dire ça. C'était juste pour le placer, en fait. On l'a fait par un étage. Mais et quand je le courais, je me disais, putain, c'est quand même assez fort de courir, de fouler cette terre que ta mère a fui. Ouais. D'avoir le luxe de t'inscrire à une course que tout le monde fuyait en fait, un pays que tout le monde fuyait. C'est dingue, hein. C'est dingue. Une boucle. Ouais, c'est ça. C'est ouf, hein. Tu courais pour le plaisir, et peut-être que des gens de ta famille couraient pour éviter les balles, quoi. C'est que heureusement tout renaît de ses cendres. C'est ça comme quoi, hein. C'est beau. Bien sûr. De ouf. Et du coup, et en plus dans cette magnifique enceinte qui sont les temples d'Angkor, c'était encore plus impactant. Enfin, tu te dis que c'était un empire qui rayonnait sur tout le continent asiatique, etc. Bon, après qui a vécu ce qu'il a vécu. Vous qui doutez de mon asiatique, est-ce que j'ai pas une tête de bâillon? Regardez bien, j'ai ce nez. J'ai cette petite bouche, là, les oreilles qui descendent un peu. Ben oui, tu sais, les visages qu'on voit sur les temples d'Angkor. Je ne connaissais pas ce mot. Regarde bien. Regardez, j'ai la même teuté. C'est vrai. Voilà. Rafale est convaincu. Pas vous, ça veut dire. D'accord. Allez voter en dessous de cette vidéo. Dites-nous. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a des médias qui parlent d'Asie et des héritages asiatiques en France ? Moi, je dis au moins oui. Oui, il y a Koi Magazine. Koi Magazine. Big up à Julia Maïd. Moi, c'est pareil.
Moi, j'ai souvent des coups de cœur pour des gens que je connais pas, mais qui ont des super projets. On parlait de Samy tout à l'heure. On parlait de Dara avec Samaki Khmer aussi, que je connaissais pas. Mais son projet, je le trouvais mortel, justement, de mettre en valeur les cultures asiatiques. Enfin, il y a plein de gens comme ça où j'ai une admiration totale, parce que je dis, oh, qu'est-ce que j'aurais aimé faire ça? Et plutôt que de faire le haters et de dire « Ah ouais, j'ai pas eu l'idée », bah tu sais quoi, non, non, au contraire, les gens ont eu l'idée, je suis là pour les soutenir. Donc, sur Koi Magazine, c'est la même chose. Je me rappelle avoir souscrit, j'ai donné de l'argent pour que ce projet existe. Et puis, je m'abonne régulièrement, j'en fais la promotion sur les réseaux sociaux. Très bon magazine. Ouais, et c'est génial. Puis, il y a aussi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On parlait de Sororasi aussi tout à l'heure. Toutes les chaînes YouTube aussi. Totalement. On parle de ça, les chaînes Twitch, et des gens qui ne sont pas asiatiques, mais qui sont liés à l'Asie aussi, et qui font partie de ce rayonnement de nos cultures à nous. Franchement, c'est un grand merci qu'on a envie de leur dire aussi, parce qu'ils participent à propager du positif. Et après, là, autour de cette table, on le voit, mais il y a plein d'autres gens qu'on pourrait citer, mais aujourd'hui, on est devenus des médias nous-mêmes, via ce qu'on fait professionnellement, sur nos chaînes respectives, dans nos émissions respectives. Moi, sur France 3, j'ai ramené des dragons et des tigres tu sais, qu'on voit au Nouvel An. Au défilé du Nouvel An. Mais parce que pour moi, c'est la France, c'est l'Île-de-France, tu vois. Donc, je pense que tu as été le seul à le faire à la télé. Ah, tu crois? Peut-être Patrick Sébastien. Dans ses grands mais je suis même non, pas c'est sûre. vrai, alors que moi, c'était. En vrai, d'un point de vue informatif et pur, tu vois, sans que ce soit une célébration un peu cliché, totalement, d'une soirée spéciale. Totalement. Je crois que tu as été le seul à le Donc, faire. on fait ça, nous, dans nos émissions, et puis via nos réseaux sociaux aussi. Donc, aujourd'hui, en vrai, on ne devrait pas dire ça, nous qui travaillons pour la télévision, mais n'attendez pas, en fait. Faites-le, il y a d'autres canaux pour le faire, tu vois. Totalement. Alors, banh mi, c'est le nom du podcast. Est-ce que vous mangez des banh mi? Oh oui. Marie, Moi, c'est quoi ton banh mi préféré? Écoute, j'ai goûté un banh mi, c'est mon mec français, franco-français, qui m'a fait découvrir le banh mi et qui m'a dit, il faut que tu goûtes, c'est une tuerie. C'est un sandwich avec des carottes dedans. Alors là, il m'a pas vendu un truc Attends, t'as attendu tout ce temps? Ouais. C'est dur. Là, tu veux dire ton mec, Ouais, le père de mon le fils. père de ton fils? Qui m'a dit, tiens, j'ai ramené ça. Moi, je suis pas du tout sandwich et tout. Et il m'a Comment dit, t'as faut pu que tu vivre goûtes. toutes ces années sans banh mi? Je ne savais pas ce que c'était. Je savais pas ce que c'était. Il m'a fait goûter. J'ai trouvé que c'était une tuerie. Et c'est relevé, c'est parfumé. C'est une explosion de saveurs, moi, je trouve. C'est fou. T'as de l'acide, Il y a du tout ce qu'il croquant, t'as de la mayo, du magique. Et vous êtes team porc laqué ou pas? Ah ouais. Ouais. Tout ce qui se bouffe. Ouais. Bah ouais, non mais je veux dire dans le banh mi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des banh mi avec d'autres viandes. Toi, t'es Non, team voilà. quoi? Moi, je suis- Après, non. c'est pas des vrais, c'est des contrefaçons. attends. En laqué ou rien. Non, mais moi je suis d'accord. Moi je suis team porc laqué de feu. Bien sûr. Ton meilleur banh mi, Rafale? Tu veux dire une adresse? Je suis incapable de donner une adresse. Mais de quoi il est composé? Il y a une. Alors, même pas une baguette tradition, parce que maintenant, effectivement, nous, on est de cette génération où on a envie de manger du bon pain et tout ça. Mais je crois que c'est vraiment les baguettes à 90 centimes. Là. Ouais. Ce pain-là, la baguette blanche, très blanche, Un peu pas la molle tradition. sur la fin de la journée. Tu connais, Ouais. voilà. Celle-là, avec les carottes râpées saumurées, avec la coriandre, Petit concombre. avec le concombre. Mais tu sais, il est pas en rondelles, Non, comme dans les non, Pokéballs. non. Oh, j'adore. Il est ce truc. long, Non, il il est est en croquant, longueur, ouais. comme ça. Hop, Il porc te suit laqué. tout le long, il On se part veut pas au milieu. Tu On vois. veut le gras du porc laqué. Mais bien On sûr. veut l'arôme Bien magique. sûr, après on te dit piment, pas piment. Moi je suis team pas piment. Ouais, moi non plus, je peux pas. Voilà. Mais il peut y avoir du piment et voilà, je ne vous discriminerai pas, évidemment. Et puis ça, et ça y est, je crois qu'on a tout Là, du balayé. genre, de la mortadelle. La mortadelle de Ouais. porc. En plus du porc laqué. Un double porc. Ah, tu veux rajouter ça là? Le yalour. Tu veux rajouter du yalour? Nous, on Oui, appelle c'est ça. du yalour. Ouais, c'est D'accord. comme ça qu'ils Ah, disent. ok, d'accord. Mais l'arôme Ouais, magique ouais. aussi, s'il vous plaît, deux Ouais. petites gouttes. Et la De- mayo et la De mayo. l'arôme magique. Et effectivement, moi je Mayo, mange pas de oui, mayo oui. en plus dans la vie, j'en mange que dans le banh mi. Pour le coup, donc c'est vraiment le meilleur. Oh, c'est terrible. On a trouvé un aspect positif de la colonisation française. Oh mon Dieu! C'est la baguette pour le coup. Moi, je suis très contente parce il y a eu un article dans le Fooding écrit par François Fan que beaucoup de personnes m'ont envoyé parce que
Banh Mi. Banh Mi Podcast, C'est le nom quoi. du podcast. Et il répertoriait les 5 meilleurs restaurants de banh mi. Et c'est cool parce que moi quand j'étais en France, il y avait un rallye de banh mi comme ça. Et Koupi, à qui je fais un coucou. Je suis jamais allé encore. Koupi Bar, ouais. Très, très bon. Donc coucou à Stéphane et Athéna qui sponsorisent bien gentiment l'épisode Banh Mi Podcast aujourd'hui avec leur banh mi. Je te conseille j'ai vivement. pas vu moi. Elle est où? Je te conseille C'est banh vivement, mi. Rafale, Le porc est bien c'est fondant. super bon. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et ils font aussi du chicken à la coréenne qui est top. Oh là là. Donc C'est une voilà. torture de parler de tout ça. Il y a des plats Ouais, qui sont c'est vrai, devant on nous. va tout dégommer après. Ouais. Un plat qui représente votre famille, votre petit cocon que tu voudrais faire découvrir aux auditeurs, aux auditrices et aux youtubeurs, enfin aux gens qui nous regardent sur YouTube, Linlan. Alors, j'aurais dit le pho, mais il y a un plat qui s'appelle le boontang. C'est une soupe qui vient du nord, bouillon de poulet avec du porc, du poulet, du je champignon connais pas. noir. Ouais. Et ouais, c'est pas connu, mais c'est un plat de fête en fait. Ouais, ok. Et tu le trouves pas trop dans les restaurants. C'est ma grand-mère qui le faisait. C'est un bouillon aussi. Il y a du bouillon. Ouais, il y a du bouillon C'est et une des soupe. vermicelles de riz. Des Ok. vermicelles. Boontang, ça s'appelle. Et mon frère, il le fait très bien. Moi, je cuisine Ça, c'est pas un bien. plat viette. C'est un plat viette. Ouais. Du nord du Vietnam. Ouais, bien. Boontang, parce que ma mère, elle vient de Hanoï en fait. Toi, Marie, est-ce que tu as un plat que tu voudrais faire découvrir Un plat coréen qu'on ne trouve pas facilement dans les restaurants à Paris. Je pense qu'il y a 1 ou 2 restaurants qui le font grand max, dont un rue Louvois dans le quartier Opéra. Le samgyetang, qui est une soupe qui va vous énergiser dans tous les sens du terme. C'est vraiment une poule entière, paf, dans le bouillon, avec du ginseng et de la ciboule. C'est une tuerie. C'est une poule. Enfin, c'est un poulet, quoi, mais franchement, on te présente le truc. Moi, j'avais dit, D'accord. en fait, on est 2 à manger. Et ils m'ont servi une marmite, ils l'ont ouvert, ils ont fait, bon appétit. Et je fais, ok. Et ça te revigore, c'est bien quand t'es malade, incroyable. non Et avec des Quand t'as la plantes, crêpe. il y a en fait, il y a des plantes médicinales, Oui. il y a plein d'herbes, il y a du ginseng, et c'est très particulier. Les gens ont tendance à croire que la cuisine coréenne est forcément épicée. Il y a plein de plats qui ne sont pas du tout épicés. Il y a même des plats végétariens. Donc, je vous invite à découvrir l'ensemble de la gastronomie coréenne. Mais tu sais, moi j'étais en Corée pendant 6 mois, pendant mes études, parce que j'ai étudié à Ewha. Je sais pas si tu connais. Ah bah oui, magnifique campus. Ouais, Enfin, ils ont une salle de l'université- sport, un ciné, il y a tout. Sur Ouais, le il y a campus, tout. c'est incroyable. C'est l'université des femmes, genre à Séoul. Ouais. Et j'ai découvert la cuisine coréenne. Et t'as plein de. Tu vois, ils font de la cuisine pour que ce soit bon pour ton corps. Ouais. Par exemple, Ouais. le kimchi, c'est de la fermentation et c'est bon pour. Et apparemment, ils vivent super longtemps en Corée grâce à plein de plats comme ça. C'est sûr. Ouais. Ils sont en bien meilleure santé que nous. Ouais, et Ça, j'ai- c'est Excusez-moi, je regarde la caméra de Sebi Kong qui est là. Quand même, Linda, Lana, depuis le début du podcast, elle nous a dit j'ai couru le marathon d'Angkor. Ouais. J'ai été à l'université. En fait, elle a 100 ans et elle a vécu plein de vies. Elle a fait tous les meilleurs trucs de l'Asie. C'est ouf ça. clair. Toi, Raphaël, est-ce que t'as un plat Ouais. qui représente J'en ta ai famille? 2. Ouais, J'ai eu dis-nous le tout. temps de réfléchir pendant que vous nous donniez l'eau à la bouche. Mais il y a eu le plat du quotidien que ma mère faisait qui s'appelle le salad churuk. C'est une espèce de marmite de porc au caramel avec les morceaux les plus bas de gamme du porc. Donc il y a du gras, tout ça. Et il y a des œufs qu'on fait aussi cuire. bah oui. Tu sais, ensuite, les œufs, ils sont caramel. Ils sont Ouais, on a mais ça comme aussi ça au aussi au Vietnam, Vietnam, tu ouais. vois. Vous l'avez Ouais, aussi ça fait partie. Tikran, Tikran, ouais. je sais le faire. Ah, Ça c'est fait vrai. partie. Ah, intéressant. Et ça avec du riz blanc, et c'est Ouais. le plat qui te dure une semaine parce Ouais, que maman elle en faisait des marmites Ouais. comme Oh, ça, c'est tu tout vois. mignon, C'est ça. vraiment le plat qui coûte le moins cher du monde. Ouais. Et puis plat de fête. Je sais pas si j'ai l'impression que c'est un plat cambodgien et vietnamien parce que je l'ai vu beaucoup aussi Ouais. dans les restaurants viet. Le ban chao, c'est Ban chao, ouais. La galette là ouais, c'est une espèce de crêpe. Purée, ouais. C'est entre la crêpe des Bretons et l'omelette. C'est l'okonomiyaki de C'est chez Ouais, vous. presque ça. un okonomiyaki, Ouais, avec sauf ouais, que ressemble. tu De rajoutes soja. plein de soja. Que Linda a Ouais. vécu au Japon en fait et qu'elle connaît. Elle a été chef. C'est incroyable. Chef du grand Dans un resto Japon. étoilé, maître Et c'est sushi. vraiment plat de fête. Et quand, c'est bon, ça. quand on le faisait, on disait oh là là, mais qui a gagné au loto ou qui, je sais pas quoi. Qu'est-ce qui sublimerait votre baguette française, Linlan? Tu peux remplacer le mot baguette par ce que tu veux, avenir, société. J'ai pas compris. Alors, banh mi, Pardon. c'est donc banh mi, c'est un sandwich vietnamien. C'est composé d'une baguette française avec des ingrédients vietnamiens. Ouais. Ce que je suis un peu. J'ai été formulée par. Attends, c'est un banh mi. Je suis un banh mi. Ouais. Et on est des banh mi parce qu'on a la double culture. Et donc du coup, par quoi enfin,
qu'est-ce qui sublimerait, toi, ta baguette française avec des saveurs, avec des ingrédients que toi tu mettrais dans ta baguette française. Et baguette française, tu peux remplacer par société française, avenir, tout ce que tu veux. Il y en a par exemple qui disent la bienveillance, l'empathie, l'amour. Ah ouais, mais je suis totalement... moi j'étais en mode magie. J'étais en mode qu'est-ce que je mettrais dans mon sandwich? Elle est trop technique. Ouais, je vais rajouter du camembert et de la harissa. C'est un vrai sandwich qui Et là, existe. elle a dit bienveillance, j'ai fait... Ok. J'étais partie sur le jambon ibérique Bellota que je vais gentiment remplacer par l'empathie. Parce que l'empathie, c'est important, il n'y en a pas assez aujourd'hui. Et toi, Marie? Non, mais moi, je suis encore sur le camembert. Non, mais moi, je te rejoins totalement. Souvent, les gens qui viennent à mes émissions, quand ils postent, quand ils font un feedback sur ce qu'on a fait, ils disent ouais, c'était très bienveillant. Voilà. Et effectivement, je reprends le terme d'un de tes invités, ou d'une de tes invitées, mais ouais, la bienveillance, c'est ce que je rajouterais, parce qu'on a besoin de faire attention les uns les autres, et c'est que comme ça qu'on avance, et que à la fin, c'est toujours les gentils qui gagnent. Yes, je veux bien y croire. Et toi, Marie? De la passion. Ouais. De la passion parce que quand les choses deviennent horriblement plates et chiantes, on a besoin de piment pour relever. Donc je dirais toujours de la passion dans ce qu'on fait, dans ce qu'on transmet, et ce sera automatiquement bienveillant. On a tendance à penser que quand on est trop passionné, on est toxique, mais je suis persuadée que les passions peuvent nous rassembler et nous faire construire encore plus de ponts. Sauf quand il est question de harcèlement, évidemment, consentement, tout ça. C'est pas ce délire-là qu'elle a voulu dire. Évidemment. On a compris, bam, bam, bam. Avec un peu d'aromagie aussi. Est-ce que vous avez une musique avec laquelle vous voudriez terminer, tous les trois? Chaque fois, je termine avec une musique pour le Mais générique comment de tu vas fin. faire là? On est trois. Elle va prendre la mienne parce que ce sera la meilleure. Et tu peux toujours donner un titre. Qu'est-ce que tu mettrais toi? Je mettrais BTS parce que tu ne peux pas. C'est drôle, je pensais à ça. Mais tu ne peux pas passer à côté Du plus grand groupe de K-pop de tous les temps. qui est en train de devenir un des plus grands groupes tout court. Mais c'est incroyable. Je regardais le dernier épisode, la Friends de Reunion. Il y a BTS dedans. Ils ont réussi à mettre BTS. C'est incroyable. Non, vraiment. Laquelle de BTS Dynamite qui a été vue des centaines de millions de fois parce qu'elle donne envie de danser, parce que mon fils l'adore quand il la voit en plus. Ma fille aussi l'adore. Mais tu sais, je sais pas si mon fils, il a même pas encore 2 ans, a conscience que du coup il ressemble un petit peu à maman. Un BTS? Mais non, alors lui déjà, ouais. Il est beau, mon fils, c'est le plus beau. Mais quand il les voit à la télé, je sais à quoi il ressemble son fils parce que sur les réseaux sociaux, on voit pas. Bah oui, je masque au public, mais les privés. Donc moi je le vois et il a vraiment une bouille de BTS pour le coup. Ouais, petite idole. Là. Mais du coup, BTS. BTS, Ça te va ou pas? Bah oui, non mais moi j'adore. Ok, Moi j'adore surtout cette Corée, mais toi tu vas la connaître mieux que moi. Je sais pas, à un moment ils ont un truc où ils lèvent la jambe comme ça dans BTS. Ah ouais, non mais c'est... Il lève la jambe et puis tu sais, toi tu te serais pété la clavicule et la hanche et t'aurais une En prothèse. fait, il faut passer le clip de BTS, c'est mieux que ça quoi. Écoutez, moi je suis très contente de vous avoir reçus tous les trois. C'est vraiment un honneur pour moi de finir sur un épisode de Banh Mi Podcast avec des personnes, des représentations asiatiques dans les médias, dans le paysage audiovisuel. Ils sont extrêmement sérieux en plus. Je suis très émue. Ça. Très émue par votre présence. Bah, avec plaisir. Rafale. Quand j'ai vu Rafale sur la devanture de France Télévisions en grand, j'ai failli incroyable. pleurer. Bravo. Là, il était asiatique pour moi. Franchement, représente. Quoi, j'étais comme ça. Attends, j'essaie de reprendre la pause, il y a Daphné Burki sur le côté. Une affiche mais gigantesque. T'as vu le symbole de feu hein? Incroyable. Je raconte la petite histoire, mais je l'ai raconté sur les réseaux sociaux. J'ai emmené ma mère, je lui ai fait la surprise parce que c'est une affiche qu'on voit depuis le périph'. Yes. Et Elle t'a pas demandé de la récupérer. Non, pas celle-là. Moi, c'est même pour moi, ils m'auraient dit récupère là, mais comment? Et je l'ai emmenée, elle me dit mais pourquoi on va là-bas? Pourquoi on va là-bas? Et puis elle l'a vu. mon temps. Elle a dit mais c'est toi là? Oh, t'as dû pleurer toutes les larmes de Trop ton corps. émouvant, trop émouvant. Oh là 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 là. Ah ouais. C'était une vraie Merci fierté. beaucoup. Merci beaucoup Lina. Non mais tu peux être fière. Tu peux être Ouais, fière parce j'étais que... super fier de ça. Ouais. Mais on peut saluer aussi Émilie Tran, qui présente le JT. On peut Grassly sur le podcast Kif Taras. Thérèse, qui à travers la musique continue de porter nos combats et nos voix. Ouais. Il y a tellement de gens. Mais je parlais des gens qui sont, tu vois, dans l'info, à la télévision, quoi. Est-ce que j'en oublie? Ça va être Julia terrible. Maïd de Koi Magazine. Ouais. Jean-Luc Lemoine, humoriste, je vous assure. Tu sais qu'il est métis franco-vietnamien? Ouais, j'ai entendu Mais ça. ouais, Jean-Luc, le frérot. Bien sûr. Faudra l'inviter un jour. Je savais pas.
Et ouais. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. C'était le dernier épisode de Banni Podcast. On a eu la chance vraiment d'avoir Sébastien Kong derrière la caméra. C'est pas n'importe qui, hein. Toute l'équipe de tournage. Bravo, merci. hein. Merci beaucoup. Merci au restaurant Chinatown. Merci à Sovandi pour Soksobai. Ah, vous êtes sapé en Soksobai et pas moi, c'est ça? Moi, tu sais, au début, je suis arrivée, j'ai dit non, mais j'ai mes propres sables. Je les ai vus, j'ai fait ok, bah, j'aurais bien aimé. C'est bien stylé quand même. Et merci à tous ceux qui ont contribué à Banni Podcast pour la saison 1. C'est vraiment... Il y a Mélodie qui est là. Ah, qui dessine, on l'adore, hein. Ouais. Et oh là là, mais je veux pas niquer ta fin, mais il y a aussi de plus en plus d'illustrateurs et d'illustratrices d'origine asiatique. Oui, tu as reçu Keilam il n'y a pas Ouais. très longtemps et qui sont en train de se raconter aussi dans des romans graphiques, Ouais. bien sûr, et qui se racontent aussi sur Instagram et qui nous racontent par la même occasion. Et c'est super important aussi ça. Allez, stop, j'arrête là. Donc merci à toutes les personnes qui m'ont suivi, qui m'ont aidé, qui ont contribué à faire ce que Banni Podcast est et s'est construit grâce à toutes les personnes qui suivent. Je suis très contente de cet épisode filmé, d'avoir tout ce soutien, d'avoir eu tous les invités que j'ai reçus. Et puis j'espère vous revoir très bientôt, peut-être pour une saison 2, on ne sait jamais. Avec plaisir, Croise les sur doigts. nous. Donc voilà. Bravo Linda, Merci. bravo. Bravo tout le monde. Ain't the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. J'espère que vous avez aimé ce dernier épisode de la saison 1 de Banni Podcast. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont confiées à moi tout au long de ces 20 épisodes. J'ai commencé un peu naïvement et je voulais vous proposer un format où l'on s'accorde une liberté de parole, où l'on s'intéresse à ce lien qui nous connecte avec l'Asie, que l'on soit asiatique ou non, où l'on met en lumière la richesse de tous les héritages asiatiques qui nous entourent. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce projet. Partagez avec moi vos retours, ce que vous avez apprécié, ce qui est à améliorer, ou ne serait-ce que discuter ensemble. Le confinement a dans un premier temps érigé une barrière entre les humains, mais avec plus de hauteur et de perspective, je me rends compte qu'elle a aussi renforcé les liens et qu'on est devenu plus solidaires, qu'on s'est aussi rassemblés. Et c'est grâce à ce confinement que j'ai initié ce projet. Merci à toutes les personnes qui suivent Banni, que j'ai rencontrées en digital ou dans la vraie vie, grâce au podcast et au blog Banni Culture. Et notamment un grand merci aux personnes qui m'ont rejoint, aidé, soutenu et qui ont contribué au développement de Banni Podcast. Suivez bien l'actualité de Banni Podcast sur Instagram, sur Facebook et sur le blog. Vous pouvez aussi réécouter et partager les épisodes que vous avez aimés autour de vous, à votre famille, à vos amis, sur Spotify, Apple Podcasts ou sur YouTube via la chaîne Banni Podcast. Je vous souhaite de bonnes vacances d'été et je reviens très vite avec de nouvelles idées. Merci à tous et à bientôt.